Des conditions très particulières. Moi, j'ai l'impression, j'ai perdu la notion du temps. Je ne sais pas si ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu ou là 3 ans. Je suis complètement déconnectée, sauf la mienne. Je la vois régulièrement. Donc moi, je vais parler des adénopathies chez l'enfant, même si j'ai l'impression que je ne devrais pas être la meilleure personne pour en parler parce que de mon côté, étant hémato-oncologue pédiatre, j'ai un grand biais de recrutement parce que moi, finalement, ce que je reçois, c'est vraiment les malades particuliers et ce n'est pas la majorité des patients qui ont des adénopathies. Donc maintenant, déjà, on va revenir à des choses de base. Ça avance pas, ça. Attends. Ah, voilà. Donc déjà, on va revoir ensemble des choses de base qui sont la définition des généralités, puis on voit les étiologies des adénopathies et devant toutes ces étiologies, quels sont nos paramètres de décision. Et puis, ce n'est pas les conduites à tenir qui sont les plus importantes, c'est les choses à éviter qu'il va falloir retenir après cette présentation. Donc là, si on voit la définition, moi je trouve ça assez déroutant parce que la définition classique, c'est un ganglion qui fait 1 centimètre. Et ça, quel que soit là où on cherche cette définition, ça va être partout la même chose. C'est un ganglion qui fait 1 centimètre. Ou sinon, en inguinal, on peut aller jusqu'à 1,5, ce qui, on le sait tous, c'est quelque chose de très petit, c'est quelque chose d'habituel, on va dire c'est 95% des patients si c'est 1 centimètre. Et donc, si on tient compte purement de cette définition et dire c'est une adénopathie, il faut que je la prenne en charge, et ben, vos consultations vont ressembler à ça. Et je ne crois pas que vous ayez envie de travailler comme ça. Même ceux du privé, ça, c'est pas bon pour la santé. Et donc, pourquoi? Parce que les particularités pédiatriques, c'est qu'il suffit juste que l'enfant soit un peu maigrichon, longiligne, on va même palper même les ganglions normaux. Et puis, le nourrisson, le jeune enfant, il est en pleine stimulation immunologique, il va faire des otites, il va faire des pharyngites, des angines, et tout ça stimule le système immunitaire et les adénopathies vont être là par stimulation immunologique. Et donc finalement, l'un dans l'autre, on se retrouve dans le cas où 90% ça peut être un motif de consultation chez 90% des enfants, ça va être bénin. Il n'y aura rien derrière dans 90% des ganglions, mais ça nous laisse ces 10% qui peuvent être une véritable savonnette et passer à côté et laisser quelque chose nécessitant une prise en charge spécifique. Et puis même quand on trouve une étiologie, le plus souvent, l'étiologie, elle est loco-régionale et on va explorer, on ne va rien trouver. Donc si on se dit, bon, moi je veux me former sur les ganglions de l'enfant, bien sûr je vais aller sur Google d'abord pour aller lire quelque chose et puis voilà ce que je vais trouver. Des organigrammes qui n'aboutissent à rien puisque concrètement sur le terrain on ne peut rien en sortir de ces organigrammes et vraiment pour les adénopathies de l'enfant, c'est vraiment la pratique quotidienne qui nous apprend avec une sorte de 6e sens à repérer les cas où il faut que je m'implique, il faut que j'aille chercher ailleurs et ça c'est l'expérience et la pratique qui permettent de développer ça. Et donc ça nous envoie vers 2 questions essentielles. Est-ce que toute
adénopathie va être considérée comme pathologique et si je considère comme pathologique, est-ce qu'il faut que j'explore? Parce que des fois, je peux même me dire, oui, c'est pas normal qu'elle soit là, mais je ne suis pas obligée de faire quelque chose de particulier. Et pour vous donner des exemples, voilà deux cas. D'accord? Donc, il y en a un où, évidemment, il n'y a rien à faire et l'autre où, évidemment, il y a quelque chose à faire. Et ça, c'est juste à la clinique, hein, à l'observation. Vous n'avez pas encore touché le patient. Il y a celui de droite où clairement c'est grand, unilatéral, trop grand, donc doit être exploré. Et à gauche où on voit bien des angines. Si le malade vient avec une adénopathie, je ne suis pas tenue de faire quoi que ce soit. Et donc tout ça, c'est le bon sens clinique. Et donc si je veux chercher quelque chose, d'abord il faut que je sache quelles peuvent être les origines possibles de ces adénopathies. Et donc, globalement, il y a deux grandes étiologies. Vous avez tout ce qui est du cadre de l'infectieux, ce qui est du tumoral et quelques autres étiologies dans des cas où on va bloqués dans des situations particulières. Et donc pour les adénopathies infectieuses qui sont les plus fréquentes, et je ne parle pas des adénopathies réactionnelles à une otite ou à des angines, je parle de la vraie adénite infectieuse ou post-infectieuse. Et donc là, ce qu'on a, c'est la tuberculose, on a la mononucléose infectieuse, la maladie des griffes du chat et les adénites apiogènes. Donc, globalement, c'est les 4 étiologies infectieuses des adénopathies. Bon, la tuberculose, vous connaissez tous, et d'ailleurs, c'est un grand motif d'errance et d'erreur diagnostique parce que ce que font une grande partie des médecins qui sont dans des coins un peu isolés où ils n'ont pas accès à des possibilités de diagnostic, ce qu'ils font, c'est que, tenant compte du fait que le Maroc est un pays d'endémie tuberculeuse, il suffit qu'il y ait le cousin du cousin qui a fait une tuberculose et on va dire contexte tuberculeux, endémie, adénopathie, avec fièvre, sueur, on va faire un traitement d'épreuve alors que c'est non, il faut une biopsie, on peut faire le test, mais pour poser le diagnostic d'une adénite tuberculose, il faut une biopsie, mais sachant que cliniquement, il y a déjà des éléments qui peuvent nous orienter parce que l'adénopathie, elle évolue lentement, elle est isolée. Si on ne pose pas le diagnostic, elle va s'abséder, fistuliser, mais vous allez voir par la suite que même dans la pathologie tumorale, il y a des lymphomes qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à une tuberculose. Donc, à côté de ça, il y a la mononucléose infectieuse et là aussi, on a eu des cas qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à des leucémies parce que là, l'évolution était rapide, plusieurs ganglions avec bien sûr de la fièvre et même sur la numération, on va trouver une hyperlymphocytose, sauf que ce n'est pas la même l'hyperlymphocytose avec des blastes. Donc, si vous avez avec vous un hématologiste entraîné, même s'il trouve une hyperleucocytose avec une hyperlymphocytose, il est capable d'identifier ces lymphocytes hyperstimulés et qui rentrent dans le cadre d'un syndrome mononucléosique. Mais c'est vrai qu'il y a eu des cas où les pédiatres étaient bien bloqués devant cette situation parce que c'était des tableaux assez graves. À côté de ça, une étiologie à laquelle on ne pense pas souvent, c'est la maladie des griffes du chat. Mais là aussi, il y a des éléments qui peuvent nous orienter. Alors, c'est lié à la Bartonella et ça peut être soit les griffures d'un chat ou sinon ça peut être des plantes à épines comme des rosiers qui ont été souillés par les déjections de l'animal. Et donc,
ce cas, l'adénopathie, elle va apparaître dans le territoire lymphatique où il y a eu la porte d'entrée. Donc, si la porte d'entrée a été la main, et ça, c'est ce qu'il y a le plus souvent, l'adénopathie va être axillaire, ce qui peuvent être des éléments d'orientation et chercher ce facteur favorisant. Elle peut évoluer spontanément vers la guérison, comme elle peut évoluer vers la suppuration, mais ça, c'est très très rare. Donc la suppuration, ça peut être la tuberculose, ça peut être cette maladie de griffe du chat, mais la différence, c'est que ce n'est pas le même territoire ganglionnaire, et puis l'évolution est beaucoup plus rapide, et si on cherche bien, on va arriver par trouver une porte d'entrée. Donc après ça, il y a toutes les adénites apiogènes, le staphylocoque doré, les streptocoques qui peuvent aussi entraîner des ganglions, mais ils sont inflammatoires et douloureux, et si on ne traite pas, ils vont évoluer vers la fistulisation. Alors, les adénopathies tuberculeuses, non infectieuses, il y a les tumorales. Et là, beaucoup oublient que même les leucémies peuvent se révéler par des adénopathies. Ces adénopathies peuvent dominer le terrain. Et puis, même quand on fait la numération, il va y avoir des anomalies qui sont vraiment très discrètes, et on va passer des fois à côté de ce diagnostic, mais des fois on va trouver un élément qui est très clair, d'où l'importance de la numération quand on a des adénopathies douteuses. Et puis les lymphomes non hodgkiniens, vous connaissez tous le lymphome de Burkitt, mais ce n'est pas habituel que ce soit des adénopathies cervicales. L'important dans les deux cas, c'est que ces adénopathies sont rapidement progressives. Par contre, le Hodgkin, c'est ça qui ressemble beaucoup aux adénites tuberculeuses, parce que c'est la même chose, un territoire ganglionnaire, évolution lente, des signes d'évolutivité clinique avec de la fièvre, des sueurs. Et le problème, c'est que là, on peut traîner dans le diagnostic et arriver avec des volumes importants qui mettent en jeu le pronostic du patient, parce que la taille du ganglion est un facteur pronostic dans le Hodgkin. Et donc ça, c'est les cas qu'on recevait avant. C'est clairement les patients qui étaient traités d'abord comme tuberculose par des antibacillaires pendant 6 mois, puis ils reviennent après 6 mois avec des volumes de 10-20 cm, et ils sont mis dans des groupes défavorables. D'autres cancers peuvent donner des métastases cervicales, le neuroblastome, l'histiocytose aussi peut se manifester par ça, et aussi les déficits immunitaires, les médicamenteux, les maladies de système, mais c'est beaucoup plus rare. Donc, devant toutes ces étiologies, quels sont nos paramètres de décision? Eh bien, nos paramètres de décision, ils sont multiples, on n'a pas un seul paramètre. Donc, le paramètre, moi, je dirais d'abord l'âge. Parce que plus l'enfant est grand, plus on a tendance à s'inquiéter. C'est comme chez l'adulte. Un adulte, tu trouves chez lui une adénopathie, tout de suite, tu es en alerte, tu te méfies. Et bien, c'est la même chose pour l'enfant. 2-3 ans, il y a trop de stimulation, les adénopathies sont fréquentes. Mais quand il commence à faire 9 ans, 10 ans, 11 ans, là, il faut se méfier, sauf s'il a des grosses caries et encore. La taille de l'adénopathie, c'est normal. Plus l'adénopathie est grande, plus on se méfie. Les signes associés, est-ce qu'il y a un purpura, est-ce qu'il y a de la fièvre prolongée, ça aussi. Si l'adénopathie est inflammatoire, l'évolution, on a l'évolution en accordéon où ça va diminuer, repousser, on ne s'inquiète pas trop, mais il y a les cas où ça va augmenter progressivement jusqu'à atteindre une taille qui devient non acceptable. Et puis la localisation. Plus on s'éloigne du latérocervical qui est habituel, dès qu'on est en susclaviculaire, en sous-angulo-maxillaire, en axillaire ou en inguinal, là, c'est pas bon. Et puis, les petites adénopathies mobiles qui roulent sous les doigts, ça, c'est très rassurant. Et ce n'est pas moi qui vais apprendre ça au pédiatre. C'est une grande partie de votre activité. Mais dès que ça devient dur, fixe, là,
ça ne va pas, et bien sûr l'état général. Et donc, une fois que je suis inquiet pour ce 10% de patients qui risquent de ne pas être de bons patients, qu'est-ce que je vais faire? Bien sûr, l'interrogatoire, détailler l'examen clinique, et puis tout de suite, je cherche les causes locales qui peuvent avoir déclenché ça. Et puis, le minimum de bilan peut être un hémogramme, CRP, une radio de poumon. Si je suspecte une tuberculose, c'est le gène expert, mais ça ne limite pas l'obligation de biopsie. Et puis, peut-être des sérologies. Donc là, on a dit que le premier, et moi je considère que c'est l'examen essentiel, c'est l'hémogramme. Qu'est-ce qu'il peut me montrer? Ça peut me montrer une polynucléose quand c'est un germe staphylococcique ou autre. Ça peut me montrer une lymphocytose avec des lymphocytes stimulés quand c'est un syndrome mononucléosique. On peut avoir une myélémie réactionnelle ou tout simplement présence de blastes, même avec un chiffre de globules blancs normal. Attention au taux d'hémoglobine. Si vous voyez que l'anémie est normochrome, normocytaire, tout de suite voir si elle est régénérative ou pas. Et puis, bien sûr, la thrombopénie ou pas. Donc, toutes les autres lignées. La cytoponction, elle n'a pas de grand intérêt. Nous, on l'utilise des fois si un malade arrive avec des gros magmas et qu'on est un vendredi, on n'a pas le temps de biopsie, on va faire des cytoponctions, voir s'il y a des blastes, mais globalement, elle n'a pas sa place. Et puis, tous les autres bilans d'orientation, mais ça va être vraiment au cas par cas. On ne peut pas décider tout de suite. Donc là, le plus important, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et là, il ne faut pas mettre bien sûr en jeu le pronostic vital du patient. Il ne faut pas oublier les autres masses, surtout cervicales, retarder la prise en charge, faire perdre des chances de survie en cas de maladie grave et ne pas réévaluer votre patient. Et donc là, cet exemple-là, il y a clairement deux cas d'urgence. À droite, c'est un syndrome cave supérieur avec un purpura, et donc ça, c'est un malade qui doit éventuellement être transféré directement en réanimation, unité de soins intensifs, et surtout ne pas le coucher sur le dos, ne pas mettre d'abaisse-langue. C'est des précautions à prendre si vous voyez un malade dans un état similaire. Et puis si on pense au Kawasaki, là aussi la prise en charge est urgente. Si on parle après des masses cervicales qui ne sont pas des adénopathies, et c'est le seul moment où une échographie cervicale a son intérêt, si je cherche à différencier une masse d'une adénopathie, et plus l'enfant est petit, 6 mois, 7 mois, 8 mois, plus il faut penser à des kystes, à des malformations. D'accord? Donc ça aussi, il ne faut pas passer à côté. Et puis, il ne faut pas perdre le temps aux patients. Et je vais passer, j'ai encore 2 minutes, donc j'ai le temps, perdre le temps aux patients, comme dans ce cas-là. Donc, on a une patiente qui est arrivée de Tétouan parce qu'elle est venue à Rabat faire une biopsie ganglionnaire. C'est l'ORL qui a posé l'indication. Elle s'est dit, je vais venir à Rabat pour faire cette biopsie ganglionnaire. Donc, elle fait un aller-retour qui lui coûte 5000 dirhams, 1200 km, fait perdre un mois à la patiente. Après, la biopsie est faite à Rabat, c'est l'universitaire. Ah, ça avance pas. Ouais. Ah, pardon. Et donc, elle arrive chez nous avec ce diagnostic de lymphome. Et donc, effectivement, elle a une adénopathie de 3 cm. À ce moment-là, on regarde, il n'y a pas de numération dans le dossier. La biopsie a été faite sans numération. Et à ce moment-là, on fait la numération. Il y a 900 globules blancs. 900 globules blancs et une anémie, ça c'est clair, hein, il y a une bicytopénie et donc pas de biopsie ganglionnaire, c'est un médulogramme. Et donc la patiente a perdu du temps, a perdu de l'argent, on aurait pu mettre en jeu le pronostic vital, mais finalement il manquait quelque chose, une numération, 100 dirhams. Voilà. Donc ça, c'est un autre cas aussi où le patient, on a mis en jeu le pronostic parce qu'on a mis de la corticothérapie.
Et le généraliste ou l'ORL, les pédiatres n'ont pas tendance à mettre de la corticothérapie pour les ganglions. A vu le ganglion, il a mis la corticothérapie. Bien sûr, le malade a bien évolué, sauf quand il est arrivé chez nous, quand ils ont vu que ça allait pas, eh ben, il était en plein syndrome de lyse tumorale. Il aurait pu faire une insuffisance rénale et décéder. Et donc, ça, c'est notre dernier cas, c'est d'oublier de réévaluer le patient. Donc, on a eu un patient qui avait des adénopathies de 4 cm. Une biopsie a été faite, ils ont conclu adénite réactionnelle. Et après, quand le patient revenait, eh ben, les adénopathies restaient inquiétantes parce que c'était dur, fixe. Et donc, on ne s'est pas basé sur une ancienne biopsie. On s'est dit, bon, ben, ça ne va pas, ce n'est pas concordant. On refait puisque la relecture restait la même. Donc jamais rester sur un ancien bilan. Et ça, je crois que c'est le basique de la pratique médicale. Et puis, quelque chose d'important, puisqu'on a avec nous des résidents et des médecins hospitaliers, quand le malade vient me voir, la prochaine fois qu'il va revenir, c'est pas sûr que c'est moi qu'il va retrouver. Et si sur le dossier, je n'ai pas la taille de l'adénopathie, sa localisation exacte, moi, je peux pas dire est-ce qu'il a progressé, est-ce qu'il a diminué. Donc, un geste simple, c'est de faire un petit bonhomme avec la date et les localisations, les tailles des adénopathies, c'est très important pour nous. Donc voilà, en conclusion, c'est quelque chose de très fréquent. La majorité, c'est les petits-enfants, c'est réactionnel, c'est à accordéon, disparaît au gré des infections ORL. Et la prise en charge, c'est d'abord le bon sens clinique, avant de passer à toute exploration est basée sur un faisceau d'arguments. Mais s'il y a quelque chose à retenir, c'est les 4-5 éléments à ne pas faire. Et donc, surtout, c'est des conduites à ne pas tenir et pas plutôt les conduites à tenir. Merci beaucoup.